Merci maître. Alors, je vais tout d'abord partager mon écran et si les choses sont bien faites, ça devrait être le cas. Euh, voilà, alors en fait, pour prendre la continuité, vous avez évoqué il y a un bref instant la notion d'engagement, la contrepartie engagement que doit le salarié en termes de loyauté vis-à-vis de son entreprise. Et c'est quelque chose qui devient une vraie préoccupation des entreprises aujourd'hui, tant les enjeux de concurrence et d'adaptation sont importants. Et dans cette dimension vie collective, il arrive effectivement parfois qu'on soit amené à vivre des tensions qui peuvent évoluer et devenir potentiellement des conflits. Alors, trois voies finalement s'offrent à nous. Premièrement, on a la possibilité, si on en a l'habileté, de ne pas les créer, de ne pas les générer, donc de ne pas avoir à les gérer derrière. On peut aussi choisir de les contourner, de les nier, j'y reviendrai dans un instant, ou de les traiter habilement. Alors sur la troisième partie, ce sont mes confrères Françoise et Emmanuel qui vous éclaireront tout à l'heure. En ce qui concerne les contourner et les nier, je crois que c'est à peu près la plus mauvaise des solutions, parce que c'est le principe de la cocotte minute. Quand on les aura bien niés, ils exploseront et généralement, ça arrive au moment où on en a le moins besoin et où ça nous dérange le plus. Et donc, le premier sujet que je souhaiterais aborder, c'est comment finalement s'y prendre pour éviter de générer des conflits. En fait, mon propos va consister à partager avec vous un certain nombre de points de repère qui consistent à essayer de déplacer l'échelle de valeur conflit, puisqu'on est finalement très inégaux par rapport à ça, à la fois au titre des personnes humaines que nous sommes et au titre des organisations. Mais plus finalement on peut décaler l'échelle de conflit, plus on peut apprendre à confronter sereinement les situations de désaccord, plus finalement on va être habile à euh, finalement évoluer, s'adapter aux exigences de l'environnement et donc absorber un peu plus facilement les évolutions incontournables. Pour autant, vous aurez tous remarqué, le Covid a été à ce titre un révélateur extrêmement puissant. On est entrés tous, toutes les organisations, voire même tous les humains, dans une grande période d'incertitude. Peut-être que vous connaissez déjà le vocabulaire ou l'acronyme VUCA qui caractérise très bien cette situation. Il repose sur finalement la description des environnements dans lesquels on est confronté, c'est-à-dire une certaine volatilité des situations dans lesquelles il est délicat de prendre des positions, d'avoir des analyses qui soient fiables dans la durée. Le côté incertain, c'est le côté où on est incapable de projeter. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité de dire si le Covid va revenir et si on aura une vague, une deuxième vague durant l'été ou au moment de l'automne? Les scientifiques sérieux sont incapables de vous donner des précisions fiables à ce sujet-là. Et dans nos entreprises, pour des questions d'évolution des technologies, pour des questions d'évolution des marchés, pour des questions de concurrence, les projections deviennent incertaines. L'époque des plans quinquennaux est révolue depuis très longtemps et aujourd'hui, on en est à se poser des questions sur les mois qui vont suivre. Et la limite de l'année est particulièrement complexe en termes de visibilité. La notion de complexité également intervient beaucoup. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails. La notion de complexité, c'est ce qui est flou, ce qui est ambigu, ce qu'on a du mal à tirer. Un plat de nouilles est quelque chose de complexe. Une automobile est quelque chose de compliqué. C'est complexe parce qu'on n'arrive pas à démêler le vrai du faux et à tirer les ficelles pour prendre des décisions sereines, solidement étayées. Et l'ambiguïté, ça fait souvent référence au texte normatif, par exemple, au texte de loi. Le bon exemple que tout le monde connaît, auquel tout le monde est confronté, c'est la RGPD, qui est un ensemble, un paquet relativement complexe qui est susceptible d'être interprété différemment dans ses applications. Voilà, donc nos environnements complexes nous font vivre, au titre de nos organisations et des personnes humaines, des situations particulièrement incertaines qui nous obligent à réagir, finalement, à être réactifs et à cultiver de l'agilité. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, ce mécanisme-là, il a des conséquences sur la dynamique humaine et il est générateur de tensions et de conflits. Le fait de devoir décider de plus en plus rapidement sur des projets qui sont de plus en plus difficiles à étayer solidement, de plus en plus difficiles à préparer correctement comme on aimerait le faire en bons professionnels que nous sommes, on doit finalement, comme le sont aujourd'hui pilotés bon nombre de projets, bien au-delà des DSI d'ailleurs, ajuster en permanence et fonctionner par briques et par livrables plutôt courts. Ce mécanisme d'agilité et de réactivité, il s'impose à nous de façon de plus en plus vive.
Et bien au-delà du monde de l'entreprise, les associations aujourd'hui sont confrontées à ce même mécanisme. Que ce soit les organisations et les personnes elles-mêmes, finalement, le facteur clé de la performance future, c'est ce qu'on appelle la résilience. C'est cette capacité à absorber des chocs et remises en question et à se remettre en mode de fonctionnement normal, performant, collectivement, de façon rapide, d'être réactif sur sa capacité à absorber les événements. Les entreprises résilientes sont celles qui ont traversé la crise avec une capacité à mettre en place le confinement et à sortir du confinement de façon relativement fluide. Celles qui sont en difficulté sont celles qui ont finalement le niveau de résilience le plus bas. Et donc, cette culture du changement qui s'impose à nous, elle est, pour les êtres humains que nous sommes, génératrice de beaucoup de tensions. Quand on a du temps pour absorber des changements qui s'adressent à nous, qui nous remettent en question et qui remettent en question l'organisation dans laquelle on évolue, on sait finalement réguler les tensions internes lors des échanges managériaux, à l'occasion des réunions internes, à l'occasion des présentations ou entre collègues. Et de façon presque informelle, on a cette capacité à réguler les tensions. Mais quand on a finalement un grand nombre d'ajustements qui sont poussés par l'exigence d'agilité, la tension émotionnelle monte, les tensions cognitives montent, la charge cognitive augmente, et ça se traduit par une charge vocabulaire courant. On parle souvent de stress, de mauvaise qualité de vie au travail. Toutes les préoccupations de qualité de vie au travail proviennent en grande partie de ces sujets-là. Et ces tensions émotionnelles, on a tout intérêt à apprendre à les réguler. Or, vous savez comme moi que la place des émotions dans les entreprises a été largement écartée. On s'est arrangé, bon an, mal an, dans la société, d'une façon générale, à écarter l'existence même des émotions. Et donc, on n'a jamais appris à vraiment les traiter correctement et à leur laisser une place légitime qui permette de réguler les choses. Pour autant, si on fait un bref zoom sur l'impact justement sur les tensions émotionnelles, la notion d'émotion, si on reprend les racines mêmes du mécanisme, fondé sur l'origine latine du terme, émotion, c'est movere, c'est faire un mouvement hors d'eux, c'est-à-dire pouvoir échapper à la pression que l'on ressent de l'ajustement et de l'adaptation. Au passage, movere se décline aussi en motivation, donc les deux sujets sont totalement liés. On veut cultiver l'engagement des collaborateurs dans une période d'agilité. On a tout intérêt à se préoccuper de leur capacité à réguler les émotions. En période de changement fort, en période d'incertitude et d'ajustement imposé par le monde extérieur, nier cette partie-là, c'est une profonde erreur parce que ça se paye cash en termes d'engagement et finalement de résultats et de performance de dynamique collective. Le mécanisme d'ajustement au changement qui repose sur les travaux d'Elisabeth Kübler-Ross nous donne aussi beaucoup d'informations. En fait, Elisabeth Kübler-Ross a mis en évidence qu'il était important de permettre aux résistances légitimes de s'exprimer. Or, en principe, dans beaucoup d'entreprises, on sait faire ça. Ces régulations, finalement, dans les plans d'adaptation de l'organisation, des modes de fonctionnement, des procédures, des équipes sont relativement bien prises en compte, sauf qu'avec l'accélération, le manque de temps, le manque d'attention accordée à ces sujets de transformation fait monter la pression et fait qu'on cumule finalement la nécessité de gérer un certain nombre d'ajustements en parallèle. Et donc, je pense qu'on gagnerait à finalement développer cette culture du bien comprendre les mécanismes d'ajustement humain pour mieux les absorber, justement. C'est en gros oser l'assertivité, oser la confrontation sereine des difficultés, oser les désaccords pour les poser correctement sur la table et les discuter. Ça éviterait à bon nombre des corps collectifs, des organisations, des entreprises, d'avoir à gérer de la résignation ou de la décompensation. La décompensation, ça se traduit par le blues, par le lâcher-prise, par les primes. Et on a certains corps sociaux qui sont assez caractérisés par ça. Et la résignation, c'est ce côté lâcher-prise qui donne du désengagement. Je ferai juste une brève référence. Il y a un organisme international qui fait un sondage annuel qui s'appelle Gallup, qui met en évidence qu'en France, on estime à peu près, alors c'est du déclaratif, à 9% le taux de salariés qui se déclarent eux-mêmes engagés. Donc ça a beaucoup à voir avec ce sujet-là, c'est ce côté. On a un taux de résignation élevé. Finalement, quand on cherche de la performance, il y a beaucoup à gagner à ce niveau-là.
Pour retenir ça, je vous donnerai un exemple. Un exemple, c'est celui d'une société que tout le monde connaît, hein, la société BIC, qui a surfé pendant très longtemps sur finalement une intuition géniale des produits jetables. Ça a commencé par le stylo, et puis fort du succès sur le stylo, ils ont développé le briquet, et puis le rasoir jetable. Et toujours fort de son succès, ils ont émis l'hypothèse de créer du parfum jetable. Et en interne, dans l'équipe, j'ai eu l'occasion un jour d'échanger avec quelqu'un de l'équipe marketing et il me racontait qu'effectivement, ils avaient pressenti que ce n'était pas le bon choix, que ce n'était pas un produit comme les briquets, comme les stylos, et qu'il fallait être un peu plus regardant et faire des études de marché un peu plus robustes. Et dans les faits, ça s'est avéré un flop gigantesque, avec des investissements importants à la clé, mais un produit qui n'a pas trouvé son marché, évidemment, parce que les codes de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Depuis cette date, BIC a réintroduit en son sein, a fait en sorte de réintroduire de la place pour la gestion des désaccords. Alors qu'ils avaient une culture plutôt de l'alignement, on apprend à se mettre en rang finalement, et on ne veut pas avoir une tête dépassée, c'était plutôt ça la culture. Et ils ont fait un mouvement inverse pour réhabiliter le droit au désaccord, à l'expression du désaccord et lui donner toute sa place. Et je pense que dans bon nombre de nos entreprises, en cette période de transformation un peu musclée, d'exigence d'agilité, on devrait travailler ce sujet-là. Et ça sera mes quelques mots de conclusion. Je ferai juste une référence à un précédent webinaire que j'ai eu l'occasion d'animer il y a un mois à peu près, où finalement, le sondage qui terminait mettait en évidence que la préoccupation principale des participants, c'était de favoriser justement cette agilité de leur propre organisation, et qu'en parallèle, la principale difficulté, en tout cas le principal sujet sur lequel ils se sentaient désarmés, c'était le sujet de comment accepter les tensions et apprendre à gérer les conflits. Voilà, ça dit bien finalement le lien entre les deux et la complexité. Je terminerai juste sur cette planche. En termes de recommandations pratiques, si vous avez suivi le fil de mon raisonnement, je pense qu'il y a deux choses à faire en amont de la gestion opérationnelle des conflits. C'est de cultiver finalement des pratiques sereines de conduite humaine des changements et donc d'outiller finalement les équipes, les chefs de projet, les patrons de département, voire même les managers. C'est un sujet qui est quasiment galvaudé. Tout le monde se prétend finalement habile en conduite des changements, mais la dimension humaine, elle est assez souvent escamotée. Et le deuxième sujet qui va prendre de l'importance dans les années à venir, tant l'exigence d'agilité devient forte pour nos organisations, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est un sujet que les RH vont prendre en main de façon beaucoup plus volontariste pour justement permettre ces régulations et permettre aux managers d'être plus subtils, plus habiles dans la gestion et la dynamique de leur équipe. Le tout pour faire baisser la quantité et l'intensité des conflits et pour faire surtout évoluer la culture de la confrontation. Voilà pour ces quelques messages pour poser un peu le décor. C'est une voie, je pense, intéressante à explorer pour traiter des conflits d'une autre manière, en les acceptant un peu mieux. Mais quand on ne sait pas finalement conduire cette voie-là, il faut aussi apprendre à les traiter habilement, et ça sera les propos qui vont suivre. Alors, je vais rendre la main donc, à mes confrères Françoise et je pense que vous avez retrouvé l'écran. Emmanuel.